Écoutez, chers amis, bonsoir à tous. Je pensais pas reparler un jour de Michel Maffesoli, mais l'histoire est capricieuse, hein, voilà, l'homme est plein de contradictions. Et je me suis dit, bah, allez, allons-y. Je pense que ce sera la dernière, vraiment la dernière fois que je fais une conférence dédiée à un ouvrage de Maffesoli. On en aura vu trois d'ailleurs, chacun d'une décennie, donc c'est plutôt pas mal. Et ce soir, je vous propose donc, bonsoir Francis, je vous propose donc de revenir sur l'ouvrage de Michel Maffesoli, Le temps des tribus, sous-titré Le déclin de l'individualisme dans les sociétés de masse, paru en 1988. Ce qui est plutôt pas mal, puisque Écosophie de mémoire c'était 2011, et L'ombre de Dionysios, donc son ouvrage sur les orgies, c'était 97, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment un livre par décennie quasiment. Donc on aura un peu une vue globale du style Maffesoli. Et je casse un peu tout de suite vos espoirs, surtout pour Spoke qui, je sais, a une passion secrète pour Maffesoli. C'est la même manière d'écrire, ce sont les mêmes phrases alambiquées, et c'est un peu le même sujet. Mais c'est Michel, donc on passe outre. Alors je vais commencer en lisant un peu la quatrième de couverture pour que vous ayez une idée de la sauce à laquelle vous allez être mangé ce soir. 1. Je prends une grande inspiration parce que Michel le mérite. Irrésistiblement, les sociétés modernes se transforment. Émiettement du corps social, épuisement des institutions, effondrement des idéologies, transmutation des valeurs. Derrière la société de masse, qui a longtemps défini l'une des formes de la modernité, se profilent désormais les nouvelles figures d'une socialité exubérante et polymorphe, dont Michel Maffesoli livre ici les premiers contours. Le temps des tribus est ainsi le diagnostic raisonné des sociétés d'aujourd'hui, une exploration méthodique de leur métamorphose. Quand le sentiment et l'émotion se substituent aux idéaux de la raison et qu'à la logique de l'identité succède la logique de l'affect. Nous sommes entrés dans l'ère des tribus, des réseaux, des petits groupes et vivons à l'heure des rassemblements éphémères et effervescents. Un livre qui trace les voies d'une authentique sociologie du présent. Voilà. Alors, ensuite, je vais vous présenter les grandes lignes de l'ouvrage, c'est-à-dire quels sont en fait les grands chapitres de l'ouvrage, comment tout ça s'articule. Alors, si je retrouve mes notes, ce sera un peu mieux. Voilà. Donc, je vais vous lire une citation de l'introduction et ensuite, je vais vous lire les citations chapitre par chapitre. Le premier chapitre s'intitule La communauté émotionnelle. Le second chapitre s'intitule La puissance souterraine. Le troisième chapitre s'intitule La socialité contre le social. Le quatrième chapitre s'intitule Le tribalisme. Le cinquième chapitre, Le polyculturalisme. Le sixième chapitre, De la proxémie. Excusez-moi. Le dernier chapitre qui n'en est pas un est une annexe qui s'intitule La pensée de la place publique. Et donc, si on enlève cette annexe, La pensée de la place publique, le livre fait 225 pages. Et si on rajoute l'annexe, il en fait 245. Alors, il n'est pas du tout gros pour ne pas bloquer qui est ici en vocal. Il a vu l'objet. Hein, il n'est pas du tout, voilà, il n'est pas du tout exubérant. Donc, ça se lit vite. Voilà, c'est presque un peu un prospectus. Allez, j'arrête et je commence. Donc, je vais d'abord vous lire un passage de l'introduction pour que vous ayez un peu, pour qu'on replonge un peu, vous et moi, dans le style Maffesoli. Parce qu'en fait, quand on l'oublie, le style Maffesoli, c'est quand même quelque chose. Donc il faut j'ai envie de dire, il faut le voir pour le croire, mais en fait là, il faut le lire ou l'entendre pour le croire. Francis, j'espère que tu es avec nous puisque nous allons aller, nous partons pour un voyage ce soir, chers. Excusez-moi, c'est l'émotion, c'est parler de Michel, ça me fait quelque chose. Donc là, nous sommes à peine dans l'introduction. Donc dans la troisième partie de l'introduction qui s'intitule Ouverture. Voilà brossé à grands traits le cadre général dans lequel vont se mouvoir les diverses considérations sociologiques qui suivent. L'ambiance d'une époque et par voie de conséquence l'ambiance d'une recherche. Celle-ci s'étale sur plusieurs années. Régulièrement, les résultats provisoires furent testés auprès de divers collègues, auprès de jeunes chercheurs, tant en France que dans de nombreuses universités à l'étranger. Peut-être même l'université de Chicago, voilà, je lance une perche. Elle repose sur un paradoxe essentiel. Le va-et-vient constant qui s'établit entre la massification croissante et le développement des micro-groupes que j'appellerais tribus. Il s'agit là de la tension fondatrice qui me paraît caractériser la socialité en cette fin de siècle. La masse, ou le peuple,
à la différence du prolétariat ou autre classe, ne repose pas sur une logique de l'identité. Sans but précis, ils ne sont pas les sujets d'une histoire en marche. La métaphore de la tribu, quant à elle, permet de rendre compte du processus de désindividualisation, de la saturation de la fonction qui lui est inhérente et l'accentuation du rôle que chaque personne est appelée à jouer en son sein. Il est bien entendu que tout comme les masses sont en perpétuel grouillement, les tribus qui s'y cristallisent ne sont pas stables. Les personnes composant ces tribus peuvent évoluer de l'une à l'autre. Euh, On peut rendre compte du glissement qui est en train de s'opérer et de la tension qu'il suscite sous forme du schéma suivant. Donc là, il y a un petit schéma un peu enfantin que je ne vais pas m'hasarder à vous décrire, mais en gros, il y a d'un côté le social et de l'autre la socialité, avec diverses structures, voilà. Et tout en bas du schéma, il y a, je vous le dis, domaine culturel, productif, cultuel, sexuel, idéologique. Donc voilà. Je ne me suis pas embêté à prendre en photo le schéma pour vous l'envoyer. Hein. Je ne me suis pas donné cette peine, hein, je vous rassure. C'est en fonction de cette double hypothèse, donc glissement et tension, que fidèle à ma manière, donc là on a un peu une ébauche du style Maffesoli, je ferai intervenir diverses lectures théoriques ou recherches empiriques qui me paraissent utiles à notre réflexion. Comme je l'ai indiqué, il n'y a pas lieu de faire discrimination, et outre les ouvrages sociologiques, philosophiques ou anthropologiques, le roman, la poésie ou l'anecdote quotidienne y ont leur part. L'essentiel est de faire ressortir quelques formes, au pluriel, peut-être irréelles, mais qui puissent permettre la compréhension, dans le sens fort du terme, de cette multiplicité de situations, d'expériences, d'actions logiques et non logiques qui constituent la socialité. Parmi les formes excusez-moi. Je vais couper la vision des messages, comme ça je suis sûr de rester. Parmi les formes analysées, il y a bien sûr celle du tribalisme, qui est au centre de l'ouvrage. Elle est précédée par celle de la communauté émotionnelle, de la puissance et de la socialité qui la font. Elle est suivie de celle du polyculturalisme et de la proxémie, à ne pas confondre avec proxénétisme, qui en sont les conséquences. Je propose, in fine, et pour ceux que cela intéresse, une méthode théorique pour se guider dans la jungle induite par le tribalisme. Il y a, à coup sûr, une certaine monotonie dans les sujets abordés, de la redondance aussi, et ceci en fonction de l'objet étudié. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je commence déjà à fatiguer. Donc je passe un peu là-dessus. Je termine un peu le passage que je voulais vous citer sur l'introduction avec le dernier paragraphe. Donc là, on est toujours dans l'introduction. Il est des époques qui vivent dans l'effervescence et ont besoin de ce fait d'impertinence roborative. J'espère y avoir contribué. Excusez-moi. Excusez-moi, je reprends mon sérieux. Ce sont également des périodes où les utopies se banalisent, se réalisent et au fond, et au fond, et au fond, c'est que l'introduction et je suis déjà dans le mal. Et où fourmillent les rêves éveillés. Qui a dit que ces moments rêvaient les suivants? Peut-être moins en tant que projection qu'en tant que fiction faite de bribes éparses, de constructions inachevées, de tentatives plus ou moins réussies. Il convient bien sûr de faire une nouvelle interprétation de ces rêves quotidiens. C'est cela l'ambition de ce livre, Rêveuse sociologie. Point d'exclamation. On rentre maintenant dans le premier chapitre, la communauté émotionnelle. Et vous allez voir, ça vend du rêve. Donc là, je vais vous lire des pages 22 à 23. Donc ça va être assez rapide. Et ça va un peu nous permettre de rentrer dans... Je ne pourrais pas appeler ça une démonstration, mais dans le verbe m'a fait sourire. Je vais vraiment essayer de retrouver mon sérieux. Je vais prendre une pause juste après pour aller boire un café parce que sinon je vais, je vais pas tenir. On peut appliquer cette analyse, donc un peu une analyse qu'il appliquait à un historien américain sur un peu son thème je sais même plus quel est son thème de départ puisque vous allez voir en fait il mélange un peu tout. Mais en gros le style Maffesoli, les thèses maffesoliennes. On peut appliquer cette analyse à notre propos. Il est des moments où le divin social prend corps au travers d'une émotion collective qui se reconnaît dans telle ou telle typification. Le prolétariat, le bourgeois pouvaient être des sujets historiques qui avaient une tâche à réaliser. Tel ou tel génie théorique, artistique ou politique pouvait délivrer un message dont le contenu indiquait la direction à suivre. Les uns et les autres restaient des entités abstraites et inaccessibles, qui proposaient un but à réaliser.
Par contre, le type mythique a une simple fonction d'agrégation. Il est pur contenant. Il ne fait qu'exprimer, pour un moment déterminé, le génie collectif. Voilà bien la différence que l'on peut établir entre les périodes abstractives, rationnelles, et les périodes empathiques. Celles-là reposent sur le principe d'individuation, de séparation. Celles-ci, au contraire, sont dominées par l'indifférenciation, la perte dans un sujet collectif, ce que j'appellerais le néo-tribalisme. Maintes exemples de notre vie quotidienne ne manquent pas d'illustrer l'ambiance émotionnelle sécrétée par le développement tribal. On peut d'ailleurs noter que ceux-ci ne choquent plus, ils font partie du paysage urbain. Les diverses apparences punk, kiki, je ne sais pas ce que ça veut dire le style kiki, donc si quelqu'un a une piste, merci de m'aider, paninari, là aussi merci de m'aider, qui expriment bien l'uniformité et la conformité des groupes, sont comme autant de ponctuations du spectacle permanent qu'offrent les mégapoles contemporaines. En liaison avec la tendance à l'orientation de l'existence observable dans les villes occidentales, on peut rapprocher cela de l'analyse que fait Augustin Berg. Donc là, il va le citer souvent dans l'ouvrage. Augustin Berg, c'est un géographe sérieux, reconnu, qui a notamment beaucoup écrit sur le Japon. Des rapports de sympathie entre moi et l'autre au Japon. Faiblesse de la distinction, voire parfois indistinction du soi et de l'autre, du sujet et de l'objet. Voilà qui prête à réflexion. L'idée de l'extensibilité du moi, un ego relatif et extensible, peut être un levier méthodologique des plus pertinents pour la compréhension du monde contemporain. Il n'est pas la peine de rappeler la fascination qu'exerce aujourd'hui le Japon, ni même de faire référence à sa performativité économique ou technologique, pour souligner le fait que si la distinction est peut-être une notion qui s'applique à la modernité, elle est par contre totalement inadéquate pour décrire les diverses formes d'agrégation sociale qui voient le jour. Celles-ci ont des contours indéfinis. Le sexe, l'apparence, les modes de vie, voire l'idéologie, sont de plus en plus qualifiés en des termes trans. Alors pas trans au terme transsexualité, mais transculturel, trans ce que vous voulez, mais trans, le suffixe latin originel en fait, pas la transsexualité en spécial, pas la transsexualité spécialement. Donc en des termes trans, méta, etc. Vous voyez un peu le genre de suffixe auquel il fait allusion, qui dépasse la logique identitaire binaire. En bref, et en donnant à ces termes leur acception la plus forte, on peut dire que l'on assiste tendanciellement au remplacement d'un social rationalisé par une socialité à dominante empathique. Celle-ci va s'exprimer dans une succession d'ambiances, de sentiments, d'émotions. Il est par exemple intéressant de noter que ce à quoi renvoie la notion de Stimmung, donc l'atmosphère en allemand, propre au romantisme allemand, sert de plus en plus, d'une part pour décrire les rapports qui règnent à l'intérieur des micro-groupes sociaux, d'autre part pour spécifier la manière dont ces groupes se situent dans leur environnement spatial, écologie, habitat, quartier, etc. De même, l'utilisation constante du terme anglais feeling dans le cadre des relations interpersonnelles mérite attention. Servira de critère pour mesurer la qualité des échanges, pour décider de leur poursuite ou du degré de leur approfondissement. Or, si on se réfère à un modèle d'organisation rationnel, quoi de plus instable que le sentiment? Donc voilà, vous voyez bien en fait un peu l'ambition de l'ouvrage et que c'est compliqué de raisonner avec Maffesoli. En gros, l'idée c'est que il s'intéresse aux nouvelles modes sociales. Et en fait, il appelle ça tribu, d'où le titre de l'ouvrage, Le temps des tribus. C'est un peu le. En fait, c'est ça qui est frustrant et lui-même s'en réclame, c'est que dans cet ouvrage-là et dans ceux que j'ai lus précédemment, il essaye de se mettre le plus possible à distance de toute forme de modèle théorique qui voudrait rationaliser, qui voudrait qui voudrait faire de la sociologie vraiment scientifique, à savoir proposer un schéma ou des résultats qui tiennent la route, qui sont appuyés sur des travaux statistiques, des observations un peu plus pointues, notamment dans le domaine littéraire. Enfin, je donnerai des exemples en fin de conférence. Et j'en donnerai des exemples quand je ferai des conférences sur des vrais sociologues intéressants. En fait, Maffesoli, il le dit textuellement, il veut pas du tout faire ce genre de travaux-là. Donc lui, il est vraiment dans le terme je ressens, je vois, on voit dans les rues la sensation, les émotions, le feeling. Donc voilà, préparez-vous, tout l'ouvrage est comme ça. Je continue sur ma lancée, nous allons lire les pages 30-31, ça va être assez court, pardon. Et après, j'irai boire un petit café parce que je commence déjà à, euh, à perdre pied. À perdre pied avec la réalité, un peu. Alors, est-ce
Est-ce que je lis le passage sur le Japon? Non. On peut s'interroger sur la communauté, sur la nostalgie qui lui sert de fondement. Donc là, la communauté au sens un peu sociologique général, qu'est-ce qu'une communauté? Ou sur les utilisations politiques qui ont pu en être faites. Pour ma part, je le répète, il s'agit d'une forme dans le sens que j'ai donné à ce terme. Qu'elle est ou non existante en tant que telle importe peu. Il suffit qu'à la manière d'une toile de fond, cette idée permette de faire ressortir telle ou telle réalisation sociale qui peut être imparfaite, ponctuelle même, mais qui n'en exprime pas moins la cristallisation particulière de sentiments communs. Dans cette perspective formiste, la communauté se caractérisera moins par un projet tourné vers l'avenir que par l'effectuation inactue, donc réellement, de la pulsion à être ensemble. Pour faire référence à des expressions de la vie courante, se tenir chaud, se serrer les coudes, se frotter aux autres, on en vient au dionysiaque, se frotter aux autres, voilà peut-être le fondement le plus simple de l'éthique communautaire. Des psychologues ont souligné qu'il existe une tendance glycromorphe, je ne sais pas ce que ça veut dire, dans les relations humaines. Glycomorphe. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, chers amis. Sans la considérer de quelque manière judicative que ce soit, il me semble que c'est cette viscosité qui s'exprime dans l'être ensemble communautaire. Ainsi, et j'insiste bien là-dessus, pour éviter toute dérive moralisatrice, c'est par la force des choses, c'est parce qu'il y a proximité, entre parenthèses promiscuité, c'est parce qu'il y a partage d'un même territoire, entre parenthèses qu'il soit réel ou symbolique, que l'on voit naître l'idéal communautaire et l'éthique qui lui est corollaire. On peut rappeler que l'on retrouve cet idéal communautaire dans l'idéologie populiste et plus tard anarchiste, dont la base est bien le rassemblement proxémique. Pour ces derniers, chaque fois que je lis proxémique, je pense à proxénète, mais c'est pas bien. Pour ces derniers, en particulier les Russes Bakounine et Herzen, la communauté villageoise est la base même du socialisme en marche. Complétée par les associations d'artisans, elle prépare une civilisation fondée sur le solidarisme. L'intérêt de cette romantique vision dépasse l'habituelle dichotomie propre au bourgeoisisme du moment, tant dans sa version capitaliste que dans sa version marxiste. En effet, le devenir humain est considéré comme un tout. C'est ce qui donne à l'Obchtchina, donc cette espèce de village anarchiste russe, son aspect prospectif. Notons encore que cette forme sociale a pu, avec raison, être rapprochée du fouriérisme et précisément du phalanstère. Un auteur italien, Venturi, dans son livre maintenant classique sur le populisme russe au XIXe siècle, ne manque pas de faire le rapprochement. Et, ce qui rentre bien dans notre propos, il note la liaison qui existe entre ces formes sociales et la recherche d'une moralité différente. Il le fait avec quelques réticences. Pour lui, surtout pour ce qui concerne le phalanstère, cette recherche est plutôt de l'ordre de la bizarrerie. Ce que n'a pas vu l'estimable historien italien, c'est qu'au-delà de son apparente fonctionnalité, tout ensemble social comporte une forte composante de sentiments vécus en commun. Ce sont eux qui suscitent cette recherche de moralité différente, que je préfère appeler ici une expérience éthique. Voilà, donc je continue sur ma lancée. On en vient aux lignes 30, aux pages 34-35, je suis déjà en pleine extase. C'est cela l'expérience éthique que la rationalisation de l'existence avait évacuée. Qui est parti là? Ah non, c'est juste le double de Zertor qui est parti. C'est cela également que le renouveau de l'ordre moral traduit bien faussement, car il entend rationaliser et universaliser des réactions, des situations ponctuelles, et les présenter comme de nouveaux a priori. Alors que ce qui fait leur force, c'est qu'elles sont tout à fait liées à une sensibilité locale, et ce n'est qu'a posteriori que celle-ci s'enchaîne en un effet de structure globale. L'idéal communautaire de quartier ou de village agit plus par contamination sur l'imaginaire collectif que par persuasion sur une raison sociale. Pour reprendre un terme qui a été employé par Walter Benjamin dans sa réflexion sur l'œuvre d'art, je dirais que nous sommes en présence d'une aura spécifique, qui, dans un mouvement de feedback, est issue du corps social et le détermine en retour. Ce que je résumerai de la manière suivante. La sensibilité collective issue de la forme esthétique aboutit à une liaison éthique. Ce sera le titre de la conférence. Il est bon d'insister là-dessus, ne serait-ce que pour relativiser les oukases positivistes qui ne veulent voir dans l'imaginaire collectif qu'une danseuse superflue que l'on peut renvoyer en temps de crise. Alors vraiment dans ces formulations, même dans ces formulations théoriques,
c'est de l'art abstrait en fait. En fait, on peut dire que celui-ci prend les formes les plus diverses. Parfois, il se manifeste de manière macroscopique et informe les grands mouvements de masse, les diverses croisades, révoltes ponctuelles ou révolutions politiques et économiques. Alors, oukase, je l'écrirai, c'est O-U-K-A-S-E-S. Les oukases. Voilà, exactement. Parfois, au contraire, il se cristallise d'une manière microscopique et va irriguer en profondeur la vie d'une multiplicité de groupes sociaux. Parfois, enfin, il y a une continuation entre ce dernier processus, entre parenthèses ésotériques, et les manifestations générales, entre parenthèses exotériques, indiquées en premier. Quoi qu'il en soit, il s'agit bien d'une aura à l'orbe plus ou moins étendue qui sert de matrice à cette réalité toujours et à nouveau étonnante qu'est la socialité. Oui, voilà, non, mais même oukase, danseuse, Walter Benjamin, positiviste, voilà, il fait des phrases, moi je comprends pas où il va en venir. Bref, je continue et ensuite j'arrête et je passe à la suite. C'est dans une telle perspective qu'il faut apprécier l'éthos de la communauté. Donc, l'éthos, c'est le savoir-être, en gros ce qui caractérise, euh, par exemple, l'éthos d'un protestant, bah, ça va être ses rites, ses pratiques, ses pensées. Donc là, l'éthos d'une communauté. Alors, il parle de la communauté sociale un peu générique, on ne sait pas vraiment de qui il parle. Ce que j'appelle ici aura, donc A-U-R-A, hein, l'aura de quelque chose, nous évite de se prononcer sur son existence ou sa non-existence. Sur ça qui est ambigu avec ma soliste. C'est-à-dire qu'en fait, il emploie des concepts tellement généraux et il refuse de donner des précisions que des fois ça devient très flou. Il se trouve que cela fonctionne comme si elle existait. C'est en ce sens que l'on peut comprendre l'idéal type de la communauté émotionnelle, la catégorie orgiastico-extatique, ou ce que j'ai appelé la forme dionysiaque. Je ne rigole pas, il a vraiment écrit ça noir sur blanc. Orgiastico-extatique. Chacun de ces exemples caricature Chacun de ces exemples caricature, dans le sens simple du terme, cette sortie de soi, ex-stase, donc extase, qui est dans la logique de l'acte social. Il se trouve que cette extase, cette fois-ci en un seul mot, est beaucoup plus efficace lorsqu'elle concerne des petits groupes et devient de ce fait plus perceptible pour l'observateur social. C'est pour rendre compte de cet ensemble complexe que je propose d'employer d'une manière métaphorique les termes de tribu ou de tribalisme. Voilà, je passe un peu parce qu'après la phrase est encore à rallonge et qu'elle est insupportable. Donc là, on en est à page 3. Enfin non, en fait, je continue, pardon. Je continue, je ne passe pas du tout, je continue. Et ensuite, je continue et je conclue. Sans les assortir, donc là, les termes tribu, tribalisme, sans les assortir, pardon, chaque fois de guillemets, j'entends ainsi insister sur l'aspect cohésif du partage sentimental de valeurs, de lieux ou d'idéaux qui, à la fois, sont tout à fait circonscrits, entre parenthèses localisme, et que l'on retrouve sous des modulations diverses dans de nombreuses expériences sociales. C'est ce va-et-vient constant entre le statique, entre parenthèses spatial, et le dynamique, entre parenthèses devenir, l'anecdotique et l'ontologique, l'ordinaire et l'anthropologique, qui fait de l'analyse de la sensibilité collective un instrument de premier choix. Pour illustrer cette remarque épistémologique, je ne donnerai qu'un seul exemple, celui du peuple juif. Sans pouvoir ni vouloir en faire une analyse spécifique, et en se contentant de l'indiquer comme piste de recherche, on peut souligner que ce dernier est particulièrement représentatif de l'antinomie que je viens d'indiquer. D'une part, il a vécu intensément le sentiment collectif de la tribu, ce qui ne l'a pas empêché, tout au long des siècles, d'assurer la permanence de valeurs générales, et cosmopolites. Religion tribale qui lui permet de résister à l'assimilation, mode de vie tribaux qui fondent véritablement la communauté de destin, et bien sûr sexualité tribale qui assure la perdurance au travers des multiples carnages et vicissitudes dont il fait l'objet. Circulation de la parole, circulation des biens, circulation du sexe. On a là les trois pivots anthropologiques autour desquels s'articule en général la vie sociale. En la matière, ils ont une forte composante tribale. Divers historiens et sociologues ont fait ressortir la vitalité dans de nombreux pays du ghetto, du shtetl, donc de la synagogue, donc les shtetl ou shtetl, c'était en gros les ghettos juifs dans le monde de l'Europe de l'Est, dans le leur ambiance et leur forte cohésion. Et tel un conservateur d'énergie, c'est à partir de ces lieux que s'élabore une bonne part de ce qui sera la civilisation de la cité, du Moyen Âge, carrément, de la métropole à l'âge moderne et peut-être de la mégapole de nos jours. La mégapole de nos jours.
Ainsi, l'éthos de la Gemeinschaft, de la tribu, ponctue régulièrement le devenir civilisationnel de l'Occident. Piste de recherche, ai-je dit, en effet, nombreux sont les domaines intellectuels, économiques, spirituels qui ont été influencés d'une manière prospective par ce qui sortit du bouillon de culture émotionnelle des communautés juives. Voilà, donc moi je pense que on peut passer à la suite. J'en viens au deuxième chapitre, la puissance souterraine. Voilà, un titre qui vend du rêve, hein. Puissance souterraine, ça peut être beaucoup de choses, hein. On va donc lire quelques pages, les pages 58 à 60, et après je vais aller boire un café, sinon vraiment faire un AVC ou mourir de rire. Alors, voilà, il en vient à Bachelard. Donc là, on continue sur la, le philosophico-orgiastico-extatique. Là aussi, ça pourrait être un très bon titre de référence. Introduction à l'orgiastico-extatique, parce qu'il a vraiment écrit ça noir sur blanc. Bien sûr, celle-ci, donc là, il parle un peu de. Il parle de la société en général. Bien sûr, celle-ci que nous voyons in situ nascendi est tout à fait chaotique, désordonnée, effervescente. Mais nous savons depuis Durkheim que l'effervescence est l'indice le plus sûr de ce qui est prospectif, de ce qui est appelé à durer, parfois même à s'institutionnaliser. Donc en gros, celle-ci, ça renvoie à la nouvelle société qui est en train de naître avec ses tribus, son tribalisme, les nouvelles modes. Le fourmillement est pour Bachelard une image première. Il rappelle en outre qu'au XVIIe siècle, le mot chaos est orthographié chaos, C-A-H-O-T, rapprochement éclairant quand on sait que le chaos est cela même sur quoi s'érige le cosmos, et par après ce microcosmos qu'est le donné social. Le grouillement est signe d'animalisation, mais également d'animation. Gilbert Durand l'illustre abondamment. Le grouillement que l'on peut observer actuellement, et qui a une forte connotation naturelle, peut être compris comme expression de la puissance ou du vouloir vivre, qui sont cause et effet du filum vital. Soyons plus précis encore. S'il y a déclin des grandes structures institutionnelles et activistes, des partis politiques en tant que médiation nécessaire, au prolétariat en tant que sujet historique, il y a par contre développement de ce que l'on peut appeler, d'une manière très générale, les communautés de base. Or, celles-ci reposent essentiellement sur une réalité proxémique, dont la nature est la forme achevée. Avec beaucoup d'acuité, Georg Simmel montre que l'attachement sentimental à la nature, la fascination de la puissance, ne manque pas de se transformer en religion. Il y a, stricto sensu, communion dans la beauté et la grandeur. La religion est ici ce qui lie, et elle lie parce qu'il y a coude à coude, parce qu'il y a physiquement proximité. Ainsi, à l'opposé de l'extension de l'histoire, qui repose sur des ensembles vastes et peu à peu impersonnels, la nature favorise l'intention, entre parenthèses intendere, avec l'investissement, l'enthousiasme, la chaleur que cela présuppose. La référence même cavalière à la nature et la religion qu'elle sécrète a pour seule ambition d'indiquer qu'au-delà de l'arbitraire coupure entre vie physique et vie psychique, et par voie de conséquence entre science de la nature et science de l'esprit, coupure imposée par le XIXe siècle, on est en train de retrouver une perspective globale qui ne laisse pas d'être prospective. Nombreux sont les scientifiques, entre parenthèses physiciens, astrophysiciens, biologistes, qui œuvrent activement pour une telle révision. Certains même, tel le prix Nobel, je n'ai pas son prénom, mais on va l'appeler Capra, ou le biologiste Sheldrake, pardon pour leur prénom, excusez-moi, font référence au Tao ou à la pensée hindoue pour étayer leurs hypothèses. De son côté, le physicien Charon, encore une fois désolé pour les prénoms, entend montrer que l'esprit est inséparable des recherches. Excusez-moi, il y a un problème de son. C'est bon? Attendez, juste parce que j'ai pas vu un de vos messages. J'arrive. Je suis là, non. Ah non, c'est bon. Ah ouais, nickel, pardon, excuse-moi. J'ai vu que j'avais été identifié, excuse-moi. Donc là, il parle un peu des scientifiques qui vont un peu dans son sens, d'un. Voilà, il y a une. Bon, là, pour le coup, c'est un vrai point intéressant. Il a raison. La coupure entre, on va dire, les lettres et les sciences, vulgairement, c'est une coupure propre au XIXe siècle. De l'Antiquité jusqu'à très récemment dans le monde occidental, on considérait la recherche de connaissances et la vérité comme un tout. Alors après, petit à petit, des spécifications des chapelles sont créées. Et on considérait qu'il n'y avait pas comment dire, de barrière épistémologique entre les savoirs. Parenthèse refermée.
Par manque de compétences, il ne m'est certes pas possible de rentrer dans le débat un peu des scientifiques qui eux-mêmes, des scientifiques de sciences dures, entre guillemets, qui eux-mêmes montrent que ces frontières sont un peu arbitraires. Par contre, je peux à mon tour utiliser d'une manière métaphorique ces analyses pour mieux illustrer cette piste du vitalisme ou de la puissance à l'œuvre dans le donné social. En particulier, et là vous n'êtes pas prêts, en ce qui concerne les trous noirs. Ces étoiles qui, par densification vertigineuse, meurent à notre espace-temps pour naître dans un nouvel espace-temps, ce qu'il appelle un espace-temps complexe. Pour faire image, en réponse à ceux qui s'interrogent sur le déclin des modes classiques de structuration sociale, on peut suggérer que c'est la densité de la socialité, ce que j'ai appelé il y a un instant son intention, intendere, qui l'a fait accéder à un autre espace-temps où elle se meut à l'aise. Une telle densité existe toujours, c'est l'expérience dans ses diverses dimensions. Le vécu dans toute sa concrétude, le sentiment ou la passion qui, à l'encontre de ce qu'il convenu d'admettre, constitue l'essentiel de toutes les agrégations sociales. En général, cette densité trouve à s'exprimer au travers des délégations, des représentations qui ponctuent les histoires humaines, entre parenthèses, assemblée générale, conseil, démocratie directe, parlement à leur début, etc. Mais avec le temps, et en vertu de la rigidification inéluctable des institutions, on assiste à une séparation croissante qui peut conduire au divorce. C'est alors que la densité s'exile dans un autre espace-temps en attendant d'avoir trouvé des nouvelles formes d'expression. Car pour reprendre le terme que Karl Bloch appliquait à d'autres phénomènes, il y a très souvent excusez-moi, je fatigue avec tous les termes un peu faussement pointus. Il y a très souvent non canto, je vais y arriver, non canto, voilà, contemporanéité, voilà, le fait que ce soit contemporain, contemporanéité, excusez-moi, c'est la fatigue. Voilà, non contemporain, voilà. Il y a très souvent non contemporain entre une institution et son rapport populaire. Je n'arrive plus à parler avec Michel Maffesoli, c'est vraiment, il me bloque. Ainsi, dans nos pays démocratiques, ce que des belles âmes appellent le développement de l'antiparlementarisme n'est peut-être qu'une fatigue vis-à-vis de la libido dominandi qui anime la vie publique. Donc la libido de vouloir dominer. Ou encore une saturation du jeu politique qui n'est considéré que pour ce par quoi il est encore intéressant, ses performances théâtrales. Alors la suite de la citation c'est mais en laissant ceux qui vivent, alors je puéril, moi j'ai envie de dire mais en laissant Maffesoli à ses jeux puérils, donc je m'arrête ici, je continue dans mes citations, j'avance un peu. Donc là nous sommes à la page 68-69. On va encore une fois euh, on va encore une fois rigoler et je me coupe de vos messages pour ne pas être encore plus perdu. Je rassure, on a une bonne moitié de l'ouvrage. Hein. L'ouvrage fait 245 pages et je n'ai pas pris de citation pour l'annexe, donc on fait 225. Et les derniers chapitres, j'ai été assez bref dans mes prises. C'est parce qu'il y a saturation des phénomènes d'abstraction, des valeurs surplombantes, des grandes machineries économiques ou idéologiques que l'on peut observer, sans que celles-ci soient contestées, un recentrage sur des objectifs à portée de main, sur des sentiments réellement partagés, toute chose qui constitue un monde de coutumes, de rituels, acceptés en tant que tels. Il est même taken for granted. Donc il emploie même beaucoup de néologismes anglo-saxons. C'est cette proximité justement qui donne tout son sens à ce que l'on appelle le divin social. Celui-ci n'a rien à voir avec une quelconque dogmatique ou inscription institutionnelle. Vous savez, Maffesoli n'aime pas les institutions surplombantes qui viendraient imposer des règles, des coutumes, des dogmes. Il réinvestit la fibre païenne qui, n'en déplaise aux historiens, n'a jamais totalement disparu des masses populaires. Tout comme les dieux Larès, cause et effet du rassemblement familial, le divin dont nous parlons permet dans les inhumaines et froides métropoles de recréer des cénacles où l'on se tient chaud, des espaces de socialité. Le développement vertigineux des grandes métropoles, mais entre parenthèses mégapoles, que les démographes nous annoncent, ne peut que favoriser cette création de villages dans la ville, pour paraphraser un titre connu. Le rêve d'Alphonse Allais s'est réalisé. Les grandes villes sont devenues des campagnes où les quartiers, les ghettos, les paroisses, les territoires et les diverses tribus qui les habitent ont remplacé les villages, hameaux, communes et cantons d'antan. Mais comme il est nécessaire de se rassembler autour d'une figure tutélaire, le saint patron que l'on vénère et que l'on célèbre sera remplacé par le gourou
la célébrité locale, l'équipe de football ou la secte aux dimensions très modestes. Le fait de se tenir chaud est une manière de s'acclimater ou de domestiquer un environnement qui sans cela serait menaçant. Des recherches empiriques en milieu urbain ont fait ressortir ces phénomènes. Faisant l'analyse des changements sociaux, Jules Rosette rend attentif au fait qu'il y a, je cite, des habitants qui ont toujours participé activement à la réorganisation et à la croissance de la communauté. Et précisément, c'est d'ailleurs cette, pardon, et précisément la caractéristique la plus distinctive partagée par beaucoup de ces résidents est leur appartenance aux églises africaines locales. C'est d'ailleurs cette participation qui en fait les plus visibles des sous-groupes de la communauté. Ainsi, le changement urbain est peut-être corrélatif d'une déchristianisation galopante, mais il ne manque pas de favoriser un syncrétisme religieux aux effets encore incalculés. Dans un texte d'une étonnante actualité sur la conception sociale de la religion, Durkheim, donc le grand sociologue du XIXe siècle, pour qui la religion est le plus primitif de tous les phénomènes sociaux, après avoir constaté la fin des vieux idéaux ou divinités, ne manque pas de souligner qu'il faut sentir, par-dessous le froid moral qui règne à la surface de notre vie collective, les sources de chaleur que nos sociétés portent en elles-mêmes. Sources de chaleur qu'ils situent dans les classes populaires. Il s'agit d'un diagnostic qui s'inscrit tout à fait dans la ligne de notre démonstration. La déshumanisation réelle de la vie urbaine sécrète des rassemblements spécifiques pour partager la passion, les sentiments. Ne l'oublions pas, les valeurs dionysiaques qui paraissent d'actualité concernent le sexe, mais aussi les sentiments religieux. Les deux sont des modulations de la passion. Alors là, ensuite, on a une dernière citation de ce chapitre. Je passerai au suivant, mais avant, je vais aller boire un café. Je vais reprendre après avec les pages 79-81 et après on passera directement à la page 100 et vous allez voir, ce sera mes conférences à la cool ce soir, donc relax chers amis, nous avons notre temps. Je vais essayer de ne pas être trop long non plus. Donc je vous laisse 2 minutes, je vais boire un café et je reviens. En fait non, j'ai juste bu une gorgée de café, puisque le café était déjà prêt. Donc on continue. Donc oui, en fait, vous le voyez, c'est-à-dire qu'il y a des... On peut être d'accord avec lui sur le constat, et j'ai l'impression que c'est un peu la réflexion qui me vient à chaque fois que je fais un compte ouvrage de ma folie. On est d'accord sur le constat, on est d'accord sur les auteurs qui mobilisent, parce que les auteurs que j'ai lus et qui mobilisent, oui, en fait, ils ne trafiquent pas leurs pensées, mais il y a une manière d'agencer le tout et de mettre tout ça dans une soupe un peu étrange, là, qu'on en vient à ne pas comprendre où il va en venir. Bref, vous êtes un peu sur le même sentiment que moi, j'imagine. Donc là, juste pour essayer un peu d'avoir le contexte de la citation, c'était sur... C'était un peu sur quoi? Je ne sais plus de quoi il parlait. Oui, en gros, il parle... enfin, voilà, vous allez comprendre. De toute façon, c'est un peu le même thème qui revient en boucle. Donc, vous allez comprendre au fur et à mesure que je lis la citation. On pourrait digresser à l'infini sur ce thème. Il suffit d'indiquer que le quant à soi est bien plus tenace que les ponctuelles ou superficielles adhésions à telle ou telle partie ou à telle ou telle politique. Pour ma part, j'y vois une structure anthropologique qui, au travers du silence, de la ruse, de la lutte, de la passivité, de l'humour ou de la dérision, sait résister avec efficacité aux idéologies, aux enseignements, aux prétentions de ceux qui entendent soit dominer, soit faire le bonheur du peuple, ce qui, en la matière, ne fait pas grande différence. Le quant à soi ne veut pas dire que l'on prête aucune attention au jeu du politique, bien au contraire puisqu'il est considéré comme tel. J'ai proposé d'appeler cela la politique du bel canto. Peu importe le contenu, il suffit que la chanson soit bellement interprétée. On sait que pour les partis politiques, il est de plus en plus important de faire passer le message et bien moins de peaufiner ce dernier. Impossible de s'étendre sur ce problème, mais il se peut qu'il ne soit que l'expression du relativisme. Pour répondre au désengagement et au recul, on soigne l'image. On s'adresse plus à la passion qu'à la raison.
Et lors des rassemblements, le spectacle de variété est beaucoup plus important que le discours de la personne politique qui doit très souvent se contenter du rôle de vedette américaine. C'est en ayant cela à l'esprit que l'on peut comprendre qu'il est possible de faire comme si, tout en n'en pensant pas moins sur l'action et la sincérité du marchand de soupe politique. Dans mon livre sur la vie quotidienne, j'ai montré l'importance de la catégorie de la duplicité, ce trivial double jeu qui informe en profondeur toutes nos existences. Donc là, il renvoie à son ouvrage La conquête du présent. Donc l'ouvrage de Maffesoli qui se situe. C'est dans ce cadre que l'on peut apprécier les attitudes du comme si en tant que manifestation de puissance. Puissance écrit en Italie. La duplicité est ce qui permet d'exister. Souvenons-nous de cet aphorisme de Nietzsche. Donc là, il cite Nietzsche. Tout ce qui est profond aime le masque. Tout esprit profond a besoin d'un masque. Je dirais plus encore, autour de tout esprit profond, croît et s'épanouit sans cesse un masque. Ce propos ne s'applique pas seulement au génie solitaire, il est tout aussi bien le fait du genius collectif. Et en rendre compte, c'est introduire en sociologie un vitalisme ontologique. Ainsi, ce sera la rouerie paysanne, la gouaille ouvrière, plus généralement la multiplicité des systèmes D. Toutes choses qui, sans trop savoir le verbaliser, manifestent une méfiance structurelle à l'encontre de ce qui est institué, tout en affirmant l'aspect irrépressible de la vie. Mais comme il n'est pas possible d'exprimer ouvertement cette méfiance et de vouloir vivre, on utilise la procédure perverse. Pervia égale chemin détourné de l'acquiescement apparent. Il s'agit là d'une vieille structure anthropologique qui est celle de la magie et que l'on retrouve encore dans les rituels et pratiques de superstition qui ont la vie dure. On participe et on prend ses distances. C'est ce qui fait que ces rituels résument techniquement l'ambivalence de l'homme, sapiens et demens à la fois. En l'appliquant à un autre objet, Edgar Morin parle de participation esthétique pour bien marquer ce double jeu. Et l'on peut penser que l'engouement populaire pour des feuilletons télévisés tels Dallas est l'expression de ce ludisme profondément incorporé. Si cette attitude esthétique s'exerce vis-à-vis de ces pouvoirs symboliques que sont la télévision, l'art ou l'école, il n'y a pas de raison qu'elle ne s'applique pas au domaine du politique, ne serait-ce qu'en fonction de ce que nous avons dit sur son devenir spectaculaire ou théâtral. Le vote pour tel député ou tel parti peut aller de pair avec la profonde conviction que rien ne changera quant à la crise économique, ce qu'il est convenu d'appeler l'insécurité ou le développement du chômage. Mais en faisant comme si, là il parle déjà d'insécurité alors qu'on est en 80, mais en faisant comme si on participe magiquement à un jeu collectif qui rappelle que quelque chose comme la communauté a pu, peut ou pourra exister, c'est tout à la fois de l'esthétisme et de la dérision, de la participation et de la réticence. C'est surtout l'affirmation mythique que le peuple est source de pouvoir. Ce jeu ou ce sentiment esthétique est collectivement mis en scène aussi bien pour soi-même que pour le pouvoir qui l'orchestre. Cela permet en même temps de rappeler à ce dernier qu'il s'agit d'un jeu et qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Ce que l'on nomme la versatilité des masses, c'est-à-dire un vote à gauche, un vote à droite, peut être interprété en ce sens et ne manque pas l'occasion de s'exprimer de façon paroxystique. Tous les penseurs politiques sont interrogés sur ce phénomène, donc l'idée que les opinions sont assez volatiles. Cette versatilité, véritable épée de Damoclès, est le perpétuel meneur du jeu, puisqu'elle hante les pensées des politiciens qui vont déterminer leur stratégie ou leur tactique en fonction d'elle. Elle est bien une des modulations de la puissance qui, stricto sensu, détermine le pouvoir. Une singulière remarque de Montesquieu résume bien le propos. Là, il cite Montesquieu, le peuple a toujours trop d'actions ou trop peu. Quelquefois, avec 100 000 bras, il renverse tout. Quelquefois, avec 100 000 pieds, il ne va que comme les insectes. Donc là, c'est de l'esprit des lois, première partie, livre 2, chapitre 2. Donc là, Maffesoli reprend. Passivité, activité, et ce d'une manière qui échappe à nombre de raisonnements logiques. Dans une perspective purement rationnelle, on ne peut pas lui faire confiance. En s'appuyant sur quelques exemples historiques, Julien Freund fait bien ressortir cette ambivalence particulièrement remarquable durant les situations paroxystiques de points, guerre, émeute, lutte de factions, révolution. En fait, dans la perspective que je développe ici, ce que l'on peut appeler la démarche stochastique de la masse est l'expression d'un véritable instinct vital. À l'image des combattants sur les champs de bataille, ces zigzags lui permettent d'échapper aux balles des pouvoirs. Donc là, nous quittons le chapitre 2 pour passer directement au chapitre 3,
la socialité contre le social. Et là, nous n'avons que 2 citations, ce qui est déjà amplement suffisant vu le verbiage plus des citations. Vous avez pu le remarquer, je pense. Donc là, nous sommes aux pages 100-102. Donc là, nous sommes dans le sous-chapitre du chapitre 3, qui est donc la socialité contre le social, et le sous-chapitre s'intitule Un familialisme naturel. À l'encontre de ce qu'il est peut-être difficile d'admettre, il me semble qu'il existe un rapport étroit, quelque peu pervers, entre l'individu et le politique. En fait, ces 2 entités sont les pôles essentiels de la modernité. Je m'en suis déjà expliqué. Le principium individuationis est cela même qui détermine toute l'organisation politique, politico-économique et technostructurelle qui s'inaugure avec le bourgeoisisme. Durkheim, qui est certainement un des grands penseurs de ce processus, remarque d'une manière péremptoire que le rôle de l'État n'a rien de négatif. Il tend à assurer l'individuation la plus complète que permette l'État social. L'État, en tant qu'expression par excellence de l'ordre politique, protège l'individu contre la communauté. D'une manière anecdotique, il suffit d'observer que ceux qui étaient les plus ultra-politiques des 60, ceux-là même qui clamaient tout est politique, affirment avec la même conviction et parfois le même sectarisme la nécessité de l'individualisme. Il n'y a pas pour eux de changement fondamental, seulement une différence d'accentuation. Il est donc fallacieux d'établir un parallèle entre la fin du politique et le repliement sur l'individu, ou ce que l'on appelle le retour du narcissisme. Il s'agit là d'une perspective à courte vue. En fait, je postulerai que la saturation de la forme politique va de pair avec celle concernant l'individualisme. Être attentif à ce fait est donc une autre manière de s'interroger sur les masses. Tant en ce qui concerne le conformisme des jeunes générations, la passion de la ressemblance dans les groupes ou tribus, les phénomènes de mode, la culture standardisée, et y compris ce que l'on peut appeler l'unisexualisation de l'apparence, tout cela nous permet de dire que l'on assiste à une déperdition de l'idée d'individu dans une masse bien plus indistincte. Celle-ci n'a que faire de la notion d'identité, entre parenthèses individuelle, nationale, sexuelle, qui fut une des conquêtes les plus importantes du bourgeoisisme. À mon sens, une interrogation sur le fondement socio-anthropologique de ce fait peut nous éclairer sur le rapport antinomique qui existe entre la masse et le politique. Disant cela, il s'agit de montrer que la masse a déjà existé, qu'elle est une modulation de l'être ensemble et qu'elle tend à favoriser des éléments que le projet politique oublie ou dénie. On peut tout d'abord souligner, ne fût-ce que très rapidement, l'aspect changeant et chaotique de l'identité. D'une manière pascalienne, on peut dire que sa vérité varie selon les frontières temporelles ou spatiales, ce que résume fort bien une remarque de Max Weber. L'identité n'est jamais, du point de vue sociologique, qu'un état de choses simplement relatif et flottant. Avec acuité, Weber observe ici que suivant les situations et l'accentuation de telle ou telle valeur, le rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport à l'environnement peuvent être modifiés, étant bien entendu que l'identité concerne aussi bien l'individu que le groupement dans lequel il se situe. C'est quand il y a identité individuelle que l'on retrouve une identité nationale. En fait, l'identité sous ses diverses modulations est avant tout l'acceptation à être quelque chose de déterminé. Donc là, je commence un peu à moi-même saturer de ma Fiasoli, mais je pense que je vais m'arrêter un peu là pour cette citation. Quelque part, j'ai envie de dire, le meilleur moyen de résumer cette partie-là, c'est de dire que Alain Damasio, dans ses grands moments de freestyle, s'inspire un peu des réflexions de Maffesoli. Je ne vais pas répéter ce que Alain Damasio a dit dans ses grands freestyles, mais il est avec nous ce soir, il sait très bien ce qu'il a dit, et je pense que indirectement, il faisait référence à Maffesoli. Je passe directement. Page 107-109. Alors, là aussi, ça va vraiment être quelque chose. Allez, allons-y. Il s'agit là d'une mise en relation permanente, d'un relationnisme essentiel où l'expérience biographique personnelle se corrige et s'élargit dans l'expérience biographique générale. C'est cela qui aboutit à la vie commune. L'interaction, l'intersubjectivité crée quelque chose qui est qualitativement différent des éléments qui les constituent. Ainsi, la mémoire collective peut-elle servir, dans le sens simple du terme, de révélateur aux actions, intentions et expériences individuelles. Elle est véritablement une sphère de communication, cause et effet de la communauté.
Ainsi, ce qui paraît le plus particularisé, la pensée, n'est-il qu'un élément d'un système symbolique qui est la base même de toute agrégation sociale. Dans son aspect purement ustensilaire, excusez-moi, ou rationnelle, la pensée individualise, tout comme au niveau théorique, elle découpe et discrimine. Par contre, en s'intégrant dans une complexité organique, en laissant sa place à l'affect et à la passion, au non-logique aussi, cette même pensée favorise la communication de l'être ensemble. C'est ce qui entraîne dans le premier cas le développement du politique comme facteur de rassemblement de ces éléments disparates. C'est ce qui permet de faire ressortir, dans le second cas, la prééminence du groupe, de la tribu, qui ne se projette pas dans le lointain ou le futur, mais vit dans ce concret le plus extrême qu'est le présent. Il s'agit là de l'expression la plus simple et la plus prospective de la saturation du politique et de son rapport et de son support qu'est l'individualisme. À leur place, on voit se substituer des structures de communication à la fois intensives et réduites dans l'espace. Ces regroupements affinitaires réinvestissent cette antique structure anthropologique qui est la famille élargie. Structure où la négociation de la passion et du conflit se fait au plus proche. Sans renvoyer à la consanguinité ce regroupement, s'inscrit bien dans la perspective du phylum qui renaît avec le redéploiement du naturalisme. On peut dire que les réseaux qui ponctuent nos mégapoles retrouvent les fonctions d'entraide, de convivialité, de commensalité, de soutien professionnel et parfois même de rituels culturels caractérisant l'esprit de la gens, euh, romaine. Quel que soit le nom que l'on donne à ces regroupements, groupes de parenté, groupes familiaux, groupes secondaires, peer groups, il s'agit d'un tribalisme qui a toujours existé, mais qui, suivant les époques, est plus ou moins valorisé. Ce qui est certain, c'est qu'actuellement, on le retrouve bien vivant, tenant ses assises dans les caves de nos grands ensembles ou dans les locaux de la rue d'Ulm. Et aussi dans l'université de Chicago, parce que dédicace aux chercheurs de Chicago, c'est important, je tenais à leur faire ce clin d'œil. Pas bloqué comprendra le clin d'œil. Des recherches contemporaines, telles celles de Jung et Wilmot, concernant la socialité du voisinage dans les grandes villes, ou celle de Reynaud, et non pas Renaud, sur la multiplicité des groupes secondaires, témoignent de la perdurance d'un esprit de groupe. Celui-ci est cause et effet de l'interaction, de la réversibilité qui sont certainement les éléments les plus étrangers à la vie politique. C'est donc en eux qu'il convient de chercher la forme contemporaine qui est en train de revêtir la socialité. Ouais, je crois que la conclusion, en gros, après il en prochain chapitre, et donc j'en profite pour embrayer moi-même. Quatrième chapitre, le tribalisme, qui va donc des pages 110 aux pages 156, et là aussi je ne vais vous lire que deux citations assez courtes, et après il ne restera plus que deux chapitres, donc finalement on ne sera pas long. Là je dois aller... C'est bon. Quel Donc le tribalisme. Le premier sous-chapitre s'intitule La nébuleuse affectuelle. En fait, les sous-chapitres, on pourrait croire que c'est... ça fait presque... je ne sais pas comment le dire, mais... bref, vous avez compris, ce sont des sous-chapitres au titre particulièrement recherché. Je le répète pour que tout le monde soit bien clair. La nébuleuse affectuelle. Alors, nous y voici. On peut comparer cela à ce que Walter Benjamin dit du nouveau monde amoureux de Fourier. Un monde où la moralité n'a plus rien à faire. Un monde où les passions s'engrènent, se mécanisent entre elles. Un monde où, pour reprendre les termes mêmes de Fourier, s'observe un ordre de combinaisons et d'associations indéfinies et indifférenciées. Et pourtant, ces rapports tactiles, par sédimentation successive, ne manquent pas de créer une ambiance spéciale, ce que j'ai appelé une union en pointillés. Pour aider notre réflexion, je propose une image. À sa naissance, le monde chrétien est une nébuleuse de petites entités parsemées dans l'Empire romain tout entier. Le grouillement que cela induit sécrète alors cette belle théorie de la communion des saints, liaison souple et ferme à la fois, qui n'en assure pas moins la solidité du corps ecclésial. C'est cette effervescence groupale et son éthos spécifique qui vont donner naissance à la civilisation que l'on sait. On peut imaginer que l'on soit confronté aujourd'hui à une forme de communion des saints. Les messageries informatiques, les réseaux sexuels, les diverses solidarités, les rassemblements sportifs et musicaux sont autant d'indices d'un ethos en formation. C'est cela qui délimite ce nouvel esprit du temps que l'on peut appeler socialité.
Précisons tout d'abord que la tradition phénoménologique et compréhensive a longuement abordé ce problème. Je pense en particulier à Schultz, qui dans nombre, qui dans nombre de ses analyses, très précisément dans son article Making Music Together, a étudié la relation de syntonie selon laquelle les individus en interaction s'épiphanisent dans, je cite, un nous très fortement présent. Bien sûr, à la base, on trouve la situation de face à face, mais par contamination, c'est l'ensemble de l'existence sociale qui est concerné par cette forme d'empathie. D'ailleurs, que ce soit par le contact, par la perception, par le regard, il y a toujours du sensible dans la relation de syntonie. Ainsi qu'on le verra plus loin, c'est ce sensible qui est le substrat de la reconnaissance et de l'expérience de l'autre. Dès à présent, on peut remarquer que c'est à partir de là que s'élabore, je cite, la relation des esprits. Autre manière de nommer la compréhension dans son sens le plus. Même si c'est banalité de le dire, il ne faut pas craindre de le répéter. L'originalité de la démarche sociale, c'est qu'elle repose sur la matérialité de l'être. J'essaye de prendre une voix un peu ASMR. Mais c'est compliqué avec le phrasé de ma Maffesoli. Page 138-139, et donc là nous allons aborder le sous-chapitre La loi du secret. Et pourtant, cette vie quotidienne, dans sa frivolité et sa superficialité, est bien la condition de possibilité de quelque forme d'agrégation que ce soit. Donc là, les agrégations sociales. Je l'ai déjà dit, l'exis ou l'habitus, si bien décrit par Marcel Mauss, détermine les us et coutumes qui nous constituent, détermine le milieu dans lequel nous baignons, comme dans un plasma nourricier. Or, ces derniers sont bien moins que conscients. Ils sont là, impératifs et contraignants dans leur massivité. Nous les vivons sans les verbaliser. Peut-être ne faudrait-il pas avoir peur de dire d'une vie quelque peu animale. Voilà ce que nous rappelle la logique des réseaux à l'œuvre dans les masses contemporaines. L'impersonnalisation, il vaudrait mieux dire la désindividualisation, que cela induit, est d'ailleurs perceptible dans le fait que de plus en plus de situations sont analysées à partir de la notion, et retenez bien ça, la notion d'atmosphère. C'est moins l'identité, la précision du trait qui prévalent que le flou, l'ambiguïté, la qualification en termes de méta ou de trans, et ce dans nombre de domaines, mode, idéologie, sexualité, etc. La multiplication des recherches scientifiques ou des articles journalistiques faisant référence à l'ambiance est à cet égard. Cela n'est pas sans conséquence quant à nos méthodes d'analyse, en particulier concernant la modestie théorique qui tend de plus en plus à les caractériser. Il n'y a pas lieu de développer ici ce problème, il suffit d'indiquer qu'il est consécutif au fait qu'un ensemble civilisationnel ayant confiance en lui-même, à un ensemble de représentations, dominé par la clarté du concept et la sûreté de la raison, est en train de succéder ce que je propose d'appeler le clair-obscur des modes d'organisation et des manières de penser le monde. Comme tout clair-obscur, celui-ci a son charme, il a ses lois aussi, et l'on ne peut ignorer, que l'on ne peut ignorer si l'on veut pouvoir s'y reconnaître. Donc là, je bois légèrement un petit coup de café et je m'achemine lentement mais sûrement vers. Donc là, nous allons aborder le 5e chapitre, le polyculturalisme. Donc là, nous sommes page 166. 167. Je bois légèrement une petite rasade et je reviens. J'espère que les sons soundboard ne seront pas enregistrés, mais je pense que non. Donc là, le sous-chapitre s'intitule Le polythéisme populaire ou la diversité du Dieu. Du Dieu au singulier. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi quand je cite Maffesoli, ma voix prend des accents roumains. C'est très... Après avoir indiqué l'importance qu'il faut accorder au tiers, et après avoir donné quelques aperçus sur son rôle dans l'histoire des sociétés, il peut être intéressant de dégager une caractéristique essentielle. Caractéristique logique en quelque sorte, et qui peut au mieux être décrite par l'expression weberienne de polythéisme des valeurs. Il est nécessaire d'insister sur cette thématique, car elle reste fort mal comprise. Soucieux que l'on est de la ramener dans l'orbe politique. Pour être plus précis, le fait qu'une certaine droite utilise, parfois avec conviction et talent, son combat culturel et politique, la mythologie polythéiste, ne suffit pas à invalider cette dernière ou à l'annexer à un camp. Il me semble même que le polythéisme outrepasse l'ordre du politique. Structurellement, pourrait-on dire, puisque la relativation des valeurs, les unes par rapport aux autres, aboutit
à l'indécidabilité, le fait que ce soit indécidable. Quoi de plus contraire à la logique du politique? D'ailleurs, si on voulait être plus précis, plus fidèle à l'esprit qui anime cette réflexion, peut-être faudrait-il parler d'énothéisme, ainsi que le fait Christian Bouglé pour la religion védique, dont tous les dieux deviennent souverains à leur tour. Je sais pas si c'est Christian ou Christian. C'est Monsieur Bouglé. C'est avec une telle nuance, et insistons encore une fois d'une manière métaphorique, que l'on convoque les dieux pour nous éclairer sur le social. En effet, j'ai proposé de lier le peuple et l'acte fondateur de la culture. Il me semble que cette conjonction permet d'accueillir l'étranger tout en restant soi-même, ou mieux encore à féconder ce soi-même par l'étranger. Là, c'est un peu une grande réflexion sur l'étranger. L'étranger avec un grand E. C'est en conséquence de cela que l'on peut présenter le polythéisme comme indice le plus sûr du non-racisme populaire. Pratiquons encore le détour. Ce qui fut la particularité essentielle de la tradition judaïque, puis du christianisme, ce fut son monothéisme intransigeant. Il s'agit là d'une ligne de démarcation essentielle sur quoi il n'y a pas lieu de revenir. Par contre, ce que l'on peut rappeler, c'est qu'une fois posé ce principe, il existe dans la vie chrétienne mille et un moyens de le transgresser. D'un point de vue anthropologique, Gilbert Durand a remarquablement bien analysé de son observatoire savoyard la foi et les pratiques populaires qu'il connaît bien. À ma manière, j'ai également montré que le culte des saints pouvait être une percée polythéiste au sein de la rigueur monothéiste. Tant il est vrai que la distinction théologique entre le culte de l'atrie adressé à Dieu seul et celui de la dulie qui revient aux saints est une casuistique de bien peu d'effets dans la vie quotidienne. Enfin, la sociologie religieuse, avec quelques méfiances il est vrai, n'a pas non plus négligé ce problème. Il est moins question de l'aborder de front que de souligner pour ce qui nous qu'il s'agit là d'une actualisation de la traditionnelle coincidentia oppositorum, qui, tel un fil rouge, parcourt la vie religieuse et sociale. La mystique, la théosophie chrétienne en sont par exemple les témoins, ont toujours su garder ce souci bien vivant. La récente thèse de Madame Coutry, Rhythmomachia, je passe un peu la suite, a bien montré que l'on trouve dans la tradition monastique des jeux qui expriment ce pluralisme irréductible, tel le Rhythmomachia, reposant sur une haute formalisation mathématique. Ainsi, dans les pratiques populaires, pèlerinage, culte des saints, dans l'expression mystique ou dans la sophistication logique, l'altérité, l'étrange ou l'étranger ont eu de nombreux conservatoires qui permirent de résister à la simplification et à la réduction unitaire. L'extase, comme la fusion des fêtes votives, permettent d'exprimer à la fois l'identique et le différent. La communion des saints, qui est une base de la prière monastique, et l'effervescence populaire renvoient d'une manière euphémisée ou actualisée à un être ensemble qui est par construction divers et polyphonique. C'est ce genre de mélange intellectuel de ma vie sera toujours. Enfin, moi, je sais pas quoi répondre. Je ne sais pas quoi répondre. Je continue dans le même chapitre. Cette perspective ne s'est jamais perdue dans ce qui se présente comme le monothéisme chrétien. Ainsi, Émile Poula, avec la minutie que l'on sait, dans son analyse du catholicisme du XIXe et du XXe siècle, s'interroge sur ce qui permet aux disparates de coexister sans conflit. Quel est donc le patrimoine héréditaire de cet étrange phylum capable d'aboutir à des formes aussi compatibles que la révolution catholique, la démocratie chrétienne, les révolutionnaires chrétiens? Certainement l'idée du peuple de Dieu. Je passe un peu parce que, ouais, même moi je commence à. Je passe un peu là-dessus. Voilà, même moi je commence à saturer. Je passe un peu rapidement sur les citations. On en vient directement à la page 172 et 172. Excusez-moi, parce que ma Fessoli a tendance à épuiser mes lignes. Allez, encore une courte citation et après je m'achemine vers la fin parce que je commence à me fatiguer un peu, c'est pour ça que sur la dernière. J'ai déjà fait référence à l'Antiquité tardive et à son analyse comme paradigme pour nous aider à penser, ce qui n'est pas idiot d'ailleurs, parce que Antiquité tardive, christianisme qui transforme un peu la culture romaine, mutation religieuse, mutation sociale, mutation juridique, intéressant comme parallèle. Ce fut un temps rempli de dieux parleurs, comme les nomme Peter Brown. Et ajoute-t-il, quand les dieux parlent, nous pouvons être sûrs que nous avons affaire à des groupes qui peuvent encore trouver une expression collective.
En l'appliquant à notre propos, on peut dire que la polyphonie contemporaine rend bien compte d'une pluralité de dieux à l'œuvre dans la construction en cours d'une nouvelle culture. J'ai dit paradigme pour bien insister sur l'efficace de cette référence historique. Car nous qui réalisons la conquête de l'espace, oublions trop souvent qu'il est également possible de réduire l'éloignement du temps. Temps einsteinisé en quelque sorte, qui du coup nous permet de lire le présent en transportant des images, métaphores du passé. Là je lis le texte littéralement, c'est vraiment écrit. Ainsi, en insistant sur la vitalité des dieux, sur leur diversité, on ne fait que styliser l'effervescence de nos cités. Mais laissons ici parler le poète. Donc là, il cite Aragon, donc le romancier et poète Aragon dans Le Paysan de Paris. Il m'apparaît que l'homme est plein de dieux, comme une éponge immergée en plein ciel. Ces dieux vivent, atteignent à l'apogée de leur force, puis meurent, laissant à d'autres dieux leurs autels parfumés. Ils sont les principes mêmes de toute transformation de tout. Ils sont la nécessité du mouvement. Je me promenais donc avec ivresse au milieu de 1000 concrétions divines. Maffesoli reprend. C'est ce mouvement qui va culture à la civilisation, puis encore à la création de culture, qui se donne à lire dans le polythéisme des valeurs que nous vivons aujourd'hui. Décadence, diront certains, pourquoi pas si on entend par décadence que ce qui meurt est lourd de ce qui va naître. Les fleurs qui s'achèvent, épuisées par leur perfection, sont la promesse de beaux fruits. Je continue avec le dernier chapitre de la vie, en vous lisant uniquement page parce qu'après j'ai eu la flemme de continuer à noter des passages parce que je commençais à en avoir. Nous sommes donc au page 190 de la conférence qui aura duré un peu plus d'une heure. Et après je vous ferai une très rapide conclusion, mais je pense que vous avez déjà un peu compris ce que j'en pense. Ainsi que je l'ai déjà dit, je décris ici une forme matricielle. En effet, cette tendance affectuelle est une aura dans laquelle on baigne, mais qui peut s'exprimer d'une manière ponctuelle et éphémère. C'est cela aussi son aspect cruel. Et il n'est pas contradictoire, comme le dit Anners, donc un auteur quelconque, d'y voir s'effectuer des contacts brefs et rapides. Suivant les intérêts du moment, suivant les goûts et les occurrences, l'investissement passionnel va conduire vers tel ou tel groupe, telle ou telle activité. J'ai appelé cela unicité de la communauté, union en pointillé, ce qui naturellement induit l'adhésion et l'écart, l'attraction et la répulsion, ce qui ne va pas sans déchirement et conflit de tous ordres. On est bien ici, et cela est une caractéristique des villes contemporaines, en présence de la dialectique masse-tribu. La masse étant le pôle englobant, la tribu celui de la cristallisation particulière. Toute la vie sociale s'organise autour de ces deux pôles dans un mouvement sans fin. Mouvement plus ou moins rapide, plus ou moins intense, plus ou moins stressant, suivant les lieux et les gens. D'une certaine manière, l'éthique de l'instant, induite par ce mouvement sans fin, permet de réconcilier la statique, l'espace et les structures, et la dynamique, entre parenthèses, histoire, discontinuité, que l'on pose en général comme étant antinomie. À côté d'ensembles civilisationnels qui vont être plutôt réactionnaires, c'est-à-dire privilégiant le passé, la tradition, l'inscription spatiale, à côté d'autres ensembles progressistes qui vont plutôt mettre l'accent sur le futur, le progrès et la course vers l'avenir. On peut imaginer des agrégations sociales qui allient, entre guillemets contradictoriellement ces deux perspectives et vont faire de la conquête du présent leur valeur essentielle. La dialectique masse-tribu peut alors servir à exprimer cette concurrence. Pour reprendre une thématique qui depuis Gilbert Durand et Edgar Morin ne laisse plus les intellectuels indifférents, il faudrait reconnaître qu'il y a un processus sans fin qui va de la culturalisation de la nature à la naturalisation de la culture. Ce qui amène à comprendre le sujet dans son milieu à la fois naturel et social. Il convient à cet égard d'être attentif aux changements qui sont en train de s'opérer dans nos sociétés. Le modèle purement rationnel et progressiste de l'Occident, qui connut la mondialisation que l'on sait, est en voie de saturation et l'on assiste à des interpénétrations de culture qui ne sont pas sans rappeler le troisième terme, contradictoriel entre parenthèses, dont il vient d'être question. À côté d'une occidentalisation qui, depuis la fin du siècle dernier, fut galopante,
on peut observer de nombreux indices qui renvoient à ce que l'on pourrait appeler une orientalisation du monde. Celle-ci s'exprime dans des modes de vie spécifiques, des nouvelles habitudes vestimentaires, sans oublier de nouvelles attitudes quant à l'occupation de l'espace et au corps. Sur ce dernier point en particulier, on peut rendre attentif au développement et à la multiplicité des médecines parallèles et diverses thérapies de groupe. Des recherches en cours font d'ailleurs ressortir que loin d'être marginales, ces pratiques, sous des formes diverses, se capillarisent dans l'ensemble du corps social. Naturellement, cela va de pair avec l'introduction d'idéologies syncrétistes qui, atténuant la classique dichotomie corps-âme, élaborent subrepticement un nouvel esprit du temps auquel le sociologue ne peut pas être indifférent. Ponctuellement, on retrouve cette intrusion de l'étrangeté, c'est ce qu'a bien montré Batul Stratis pour l'égyptomanie. Mais il semblerait que le processus qu'il amorce ne soit plus réservé à une élite et surtout sécrète ces petites tribus qui, par concaténation et entrecroisement divers, font effet de culture. Or, la caractéristique essentielle des indices que l'on vient d'indiquer est bien une nouvelle donne dans le rapport espace-temps. Pour reprendre les notions proposées depuis le début, l'accent est mis sur le proche et sur l'affectueux, ce qui unit à un lieu qui est vécu avec d'autres. À titre d'illustration heuristique, je ferai ici référence à Augustin Berck, géographe, qui déclare qu'il n'est pas impossible que certains aspects actuels de la culture occidentale recoupent certains aspects traditionnels de la culture japonaise. Or, si l'on suit avec attention son analyse sur ce point, on remarque que les points forts de ce recoupement ont trait à l'accentuation du global, de la nature, du rapport à l'environnement, toutes choses qui induisent un comportement de type communautaire. Le rapport nature-culture et le rapport sujet-autrui sont liés indissolublement à la perception de l'espace. S'abstraire le moins possible de son milieu, qu'il faut ici comprendre dans son sens le plus large, renvoie strictimo sensu à une vision symbolique de l'existence. Existence où seront privilégiées les perceptions immédiates et les références prochaines. La liaison du spatial, du global et de la liaison du spatial, du global et de l'intuitivo-émotionnel s'inscrit tout à fait dans la tradition oubliée, déniée, décriée du holisme sociologique, celle d'une solidarité organique, celle de l'être ensemble fondateur, qui ne peut pas avoir existé, mais qui n'en reste pas moins le fondement nostalgique, directement ou à contrario, de nombre de nos analyses. La thématique de l'Einfühlung, empathie, qui nous vient du romantisme allemand, est ce qui exprime le mieux cette piste de recherche. Alors là, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je ne vais pas vous lire de passage de l'annexe. En gros, l'annexe, comme son titre l'indique, s'intitule La pensée de la place publique. Donc c'est un peu le même type de réflexion que je vous ai lu ce soir, mais appliqué spécifiquement à la pensée du politique et de la vie en démocratie. Donc c'est un peu un excursus de sciences politiques dans le même style que je viens de vous lire. Je vais vous donner très brièvement ma conclusion. Ma conclusion, c'est que l'ouvrage est peut-être le plus indigent des trois que j'ai eu à lire de Maffesoli. C'est encore plus abscon, je trouve, dans la forme. Il y avait des passages assez drôles, moins que dans les autres, mais je trouve, comment dire, c'est encore plus complexe dans le jargonnage pseudo-intellectuel académique, mais tout en étant encore plus complexe, en ayant encore plus de références, de citations, c'est encore moins clair qu'avant. Et sur le fond, en fait, on retrouve un peu les mêmes thèmes, c'est-à-dire, oui, le modèle occidentalo-rationaliste des Lumières est en bout de course. Là-dessus, on est d'accord sur le constat. On peut même être d'accord avec lui en disant c'est plutôt une bonne chose. Reste à voir ce qui va venir après. Mais sur son constat, en fait, j'ai l'impression que sa carrière entière à Maffesoli est fondée sur sur l'analyse que le modèle est en train de mourir, autre chose va naître, et lui s'aventure à donner des idées, des pistes sur autre chose, mais il refuse toute analyse sérieuse, tout modèle sociologique, scientifique, universitaire, académique, pour essayer de comprendre cette autre chose qui va naître. Et dernier point sur lequel je vais terminer, ça me semblait important, et c'est pour ça que j'espère que Zertor va aussi mettre en ligne la vieille conférence que j'avais faite sur un autre bouquin sur les orgies, parce qu'en fait, Maffesoli est très populaire dans les médias pseudo-dissidents. On lui donne énormément de temps d'audience, de temps pour s'exprimer. Si vous allez sur le cercle Aristote de Pierre-Yves Rougeron, il a été interviewé à de nombreuses reprises. On lui laisse carte blanche pour faire des conférences de 2 heures en parlant de ses bouquins.
en fait, j'ai l'impression qu'il arrive à enfumer tout le monde. Et moi, je me dis, c'est quand même bien, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, bah, de lire ces textes. En fait, comme l'islam ou comme toute religion, venons-en au texte et voyons en fait ce qu'il nous démontre, ce qu'il veut nous dire. Pour moi, je pense que son entreprise intellectuelle est malhonnête, frauduleuse, que c'est juste un gloubi-boulga intellectuel pour vieillard franc-maçon ou alors vieux bobo qui veut se donner un style, mais que ça n'a pas vraiment grand intérêt. Et j'espère indirectement que des gens qui gravitent dans ces milieux pseudo-dissidents se rendront compte du poteau rose et de l'inanité des propos de Michel Maffesoli et qu'ils iront voir ailleurs. Voilà, je conclue là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté, chers amis, et je vous rends la parole. Eh ben, ce fut un sacré rodéo. Euh, Bravo. Zertor, arrête les sunboards. Merci. Bah écoute, merci de t'être infligé ça pour nous. Il y a un côté sacrificiel, je trouve, là-dedans. C'est du René Girard. Et puis, que dire? À la fois tant de questions et en même temps, pas forcément. Non, bah après, je trouve que c'est intéressant qu'il ait eu comme ça des intuitions qu'on pourrait rapprocher de notre époque actuelle et qui voilà, ont été émises dans les années 80. Mais tout ça est enseveli sous un propos libidineux qui est assez, voilà quoi, c'est assez gênant en fait, pour être tout à fait franc. Oui, je suis d'accord. Mais oui, oui, non, mais c'est gênant en fait. Tout est gênant parce que j'ai pas aussi cité, mais parce que ça aurait été long, mais il y a aussi des passages un peu où il parle du carnaval brésilien et il fait des rapports parce que c'est festif. C'est un moment d'appartenance identitaire, mais en même temps c'est un peu l'exemple type de des tribus se rassemblent pour faire la fête, mais du coup ça forme un tout collectif, mais il y a un mélange d'appartenance et en même temps c'est la fête, c'est le texte, donc c'est très gênant, oui, c'est très libidineux. Vous avez pu le Oui, remarquer. mais en même temps, c'est Marotte et quelque part, C'est ben, ça. on se dit depuis 40 ans, il a pas vraiment bougé de Mais ça, oui. quoi. Donc, Mais moi, c'est ce qui m'a surpris. En même temps, ben, j'étais même un peu triste pour lui parce que Ecosophie, le premier sur lequel ben, j'avais découvert ma départ, c'est 2017. Et il parlait renouvellement des valeurs, rupture avec une appropriation occidentale de la nature, communion avec la nature, euh, essoufflement du modèle occidental. Et en fait, 40 ans en arrière, c'était déjà les mêmes marques. Il n'a pas vraiment changé. Et c'est toujours aussi peu précis, aussi peu académique, alors qu'il enseigne en fait. C'est-à-dire que là, l'ouvrage, donc il a été réédité depuis, hein, donc il cite les types dans le texte, là, Augustin, Peter Brown, tel philosophe qu'il aime bien, mais il n'y a aucune note de bas de page. Il n'y a rien, il n'y a pas d'appareil critique. Tout est à la fin, planqué à la fin du livre. Il n'y a pas de. La page, en fait, se suffit elle-même. Voilà. Quelqu'un d'autre veut réagir? D'autres remarques? Moi, je reprends mon souffle. Non, mais c'est juste, enfin, ouais, c'est vraiment la philosophie. Enfin, je le disais dans le chat, mais j'ai à peu près tout dit dans le chat, quoi. Je veux dire, c'est de la philosophie pour Bobo Arty, quoi. En fait, c'est franchement, moi, c'est vraiment ce que ça pas m'inspire. vraiment, hein. C'est pas vraiment le public, hein, j'ai l'impression, hein. Parce que c'est déjà un peu trop. Non, je pense que c'est peut-être essayer de simplifier certains concepts pour plutôt la ménagère de base. Pour moi, c'est vraiment que ça s'adresse à la ménagère de base. Non, non, Et ça s'adresse vraiment aux jeunes, au je pense côté pas. un petit peu révolutionnaire, antifa, tout ça, quoi. En fait, Honnêtement, je c'est, pense enfin, pas. Ben, bah complètement, si, complètement. ben, moi, Le honnêtement, côté, il faut se rassembler, voilà, quoi. C'est plus bourgeois que Oui, bah bourgeois, Bobo Arty, quoi, bourgeois bohème. ouais, plus bourgeois. je pense, honnêtement, je me posais déjà la question avec les premiers, je me la suis encore plus posée en lisant ce livre, c'est quel est le public? Mais c'est une vraie question, et je me la pose encore, c'est pour ça que je suis content de voir que je ne suis pas le seul à être posé cette question, parce qu'en fait, ça dépend. Parce que c'est tellement matiné de références un peu pointues, donc je pense que j'irai dans le sens de Zertor, parce que la ménagère, honnêtement, moi déjà il m'a saoulé, c'est-à-dire je me suis dit, bon, c'est pas sérieux, c'est un peu de la citation pour citer, mais il exploite pas ça. Donc je pense que j'irai plutôt dans le sens de Zertor, parce que la ménagère,
une page, on l'assomme là. Regarde, je prends un passage au hasard. J'ai ouvert le livre au Ouais, hasard. c'est trop assommant pour la ménagère de base, ouais. Ben, c'est ça. Au-delà de l'égalitarisme et du contrat social, il y a une perspective concentrique de la société, c'est-à-dire que les différents cercles qui la composent s'ajustent les uns les autres et ne valent que pour autant qu'ils sont liés. Ainsi, l'État pour Hegel est une sorte de communicatis communitatum. Voilà, la Ouais, ménagère de base. tu l'as déjà perdu là, en fait. Voilà, donc je Ouais. pense pas que la ménagère Oui, de alors base. je me suis peut-être mal exprimé sur la truc de la ménagère de base, mais je pense pas que ça se destine véritablement, tu vois, aux bobos arty. Je pense que c'est vraiment plutôt la bourgeoisie parisienne Ouais, blanche c'est ça. classique, Ouais. quoi, tu vois. Je suis d'accord Plutôt que là-dessus, je suis d'accord. c'est pas punk à chien, quoi, tu vois. Ouais, non, on est totalement d'accord. Bah, il a dit lui-même, moi j'habite boulevard Saint-Germain, je joue sur GPTV. Je pense qu'il s'adresse à ses voisins en fait, il écrit pour ses voisins. Bah après, ouais, il y a quand même, ouais. Je sais pas, moi, je trouve qu'il y a quand même ce côté, ouais, un peu punk, ouais, quand même, ouais, je sais pas. Mais c'est surtout, moi ce qui m'attriste, indirectement on lance une bouteille à la mer, c'est que beaucoup de ces gens peuvent être présents, donc le public un peu ciblé par ces livres, bah, dans ces cercles un peu pseudo-dissidents. Bon, je dis pseudo-dissidents sans être méchant, mais le cercle Aristote, tout ça, un peu de réflexion parallèle. Et il faudrait peut-être qu'ils ouvrent les yeux un peu sur l'esbrouf qu'est Michel Maffesoli en fait. Tout n'est pas acheté, mais quand même sur le fond, c'est pas Oui, non, sérieux. mais oui, c'est ça, c'est vraiment du cherry picking, quoi, comme on dit. C'est-à-dire qu'il prend deux trois trucs, deux trois concepts qu'il a aimés à droite à gauche, et puis C'est voilà, quoi, ça. c'est tout. Et c'est Il n'y a ça en pas fait. y a pas de vraie construction. Il mélange tout, en fait. C'est un mec bordélique, en fait. Franchement, c'est vraiment un mec bordélique. Ah mais Il... c'est encore pire dans ce bouquin-là que dans les précédents. Même moi, j'en avais vraiment marre de lire. Parce que les deux premiers, je me suis dit, bon, le premier, il y avait la découverte. Le deuxième, sur les orgies, je me suis dit, bon, je connais le style, mais au moins ça va être croustillant. Là, honnêtement, le style, je pars dans tous les sens et c'est d'une page à l'autre. C'est Ah fatigant. ouais. C'est énervant. Ah ouais, c'est l'enfer, hein. Franchement. Francis, je sais pas si tu as réussi à suivre. Je pense que ça a dû t'assommer toi aussi. Beau, pareil, si tu as une remarque, n'hésite Bah après, en vrai, enfin, y a pas. Il y a pas grand-chose à comprendre. Enfin, c'est pas des concepts très compliqués à comprendre. C'est juste qu'ils Non. ils cachent ça derrière des termes, des néologismes à la con, là. C'est C'est ça. insupportable, en fait. C'est exactement ça. Pareil, quand il parle de mode oriental, nouvelle, il dit jamais les termes, il dit jamais, oui, Ouais. l'islamisation, les Arabes. C'est toujours, je veux brasser large, en fait. Je veux jamais identifier, donner des exemples trop évidents. C'est toujours Ouais. C'est d'où très les attractions franc-maçon comme. philosophiques. Oui, mais en fait, il y a des Ouais. passages, honnêtement, on la ressent son affiliation franc-maçonne quand il parle de cercles dans les mégapoles, d'entraide professionnelle, de rituels cultuels. C'est écrit dans la même Ouais. phrase. Je me suis dit, bon, là, c'est bon, tu parles de toi, tu parles de Grand Orient dans lequel Oui, tu c'est es, ça. tu t'en caches même plus. Mais il va Oui. jamais le dire. A jamais le mot franc-maçonnerie n'est cité dans l'ouvrage. Ni le mot Non, mais je islam non pense plus. que Maffesoli, il faut un petit peu arrêter l'alcool, un petit peu arrêter les orgies, et ça ira déjà mieux. Peut-être que les idées seront un peu mieux organisées. Ah ouais, donc là, moi aussi, c'est pour ça, indirectement, lointainement, peut-être que des gens tomberont sur cette conférence et changeront leur avis. Je lance aussi la bouteille pour Jérôme de la cathédrale qui lui apprécie Maffesoli. Là, j'espère qu'avec cette conférence, tu te seras rendu compte qu'il faut un peu redescendre d'un étage avec Michel, hein. Qu'il n'est pas si sérieux que ça, qu'il apporte pas grand-chose à la réflexion globale. Jérôme, c'est pour toi. Alors Francis, tu nous as répondu, excuse-moi. J'ai rien compris. Bah Francis, c'est pas de ta faute, ouais. Il n'y avait pas grand-chose à comprendre. Ouais, à un moment, j'ai l'impression qu'il y avait un petit peu du Malebranche, il y avait un petit peu de ouais. Je pense qu'il a lu Malebranche pour faire cet ouvrage. Oui, peut-être, mais il le cite pas de mémoire, mais de toute façon, il cite tout et n'importe quoi. À un moment, il cite Gershom Scholem, mais il le cite, voilà, il le cite le temps d'un paragraphe, puis après, il passe à autre chose. Ouais. Il le cite parce qu'il a aimé un concept chez lui, et après, il passe à autre Oui, chose. c'est ça, bah oui, c'est ça, il aime un concept, il le dit et puis voilà et puis tiens ça je l'écris dans mon livre, voilà. Oui, voilà, mais c'est insupportable. Ouais. Ouais, Francis, c'est surtout sur le côté,
il faut mettre du ludique dans la politique, mais ouais, ça c'est vraiment tout dans le fun, quoi. C'est Et en fait, c'est là où j'ai vraiment trouvé. Enfin, c'est très cynique et je me demande vraiment pourquoi plein Mais de oui, gens oui, c'est dans ça. la politique l'apprécient. Parce qu'en gros, ce qu'il essaye de dire derrière son langage savant, c'est que la politique, donc déjà à son époque, dans les années 80, encore plus toujours, est de plus en plus spectaculaire pour parler comme de bord. C'est de plus en plus un show à l'américaine. Et lui dit non, mais ça fait partie de la vie, c'est normal, c'est un jeu Oui, réciproque, ouais, c'est ça. c'est le jeu social, c'est normal en fait. Oui. C'est dans ce sens-là que j'ai vu du Malebranche, c'est que bah, Malebranche, il dit ça, il parle du côté, bah, les discours un petit peu qui touchent aux émotions et tout ça, bah, ça pénètre bien plus les esprits et lui, il en est fier de ça, quoi. Il s'en réjouit voilà, il se félicite et il dit il faut aller à fond là-dedans, quoi, dans le fun, Ah pour ouais, créer de non, l'émotion et pénétrer les esprits, quoi, en gros. ah ouais, non, mais c'est vraiment un type très cynique. En fait, Ouais, on ouais. en à ce qu'on avait dit à la première conférence, qui est sur la chaîne, voilà, allez l'écouter, qui est très drôle aussi. Quand on débattait, on se disait, mais en fait, c'est une anguille, mais ultra cynique. Il est pas bête du tout, mais juste, il s'amuse. J'ai l'impression. Je dis, allez. Et je sais pas vraiment pourquoi il écrit ça. Vraiment, hein. Peut-être c'est pour défendre sa carrière, c'est pour dire, voilà, c'est son métier. Enfin, je comprends vraiment pas. Et j'en viens vraiment à me questionner comment il a eu sa chair. Et je pense vraiment qu'il a fait jouer les loges, parce que c'est pas sérieux du tout, ça. C'est Bah, vraiment tu pas sais, il y en a sérieux. plein, ils sont prêts à tout, hein, pour avoir leur petite réputation, tout ça. Oui, non, mais même pour avoir sa chair dans ses supérieurs, il a dû faire jouer ses réseaux formats. D'un point de vue Ouais, c'est pas académique, impossible. on l'a vu dans la première conférence quand Megumi avait utilisé ChatGPT pour savoir qu'est-ce que disaient les autres de lui, et il était détesté de partout. Et en fait, on les comprend Ouais. parce que c'est pas sérieux en fait. Et même dans tous les domaines, c'est pas sérieux. Il y a rien de sérieux là-dedans. Ah, bref, je trouve ça très grave. Que fait Emmanuel Macron? Spoke, est-ce que tu as une réflexion sur ton favori? J'ai beaucoup aimé, comme la précédente fois, les fous rires. Vraiment, ça a mis beaucoup de piment. Donc ça, c'est cool. Merci beaucoup, Hérode. De rien. Non, mais je pense que comme pour beaucoup, et surtout pour lui, il faut toujours différencier l'œuvre de l'artiste, en fait. Et Ah je pense non, que non, dans mais son cas, oui. non, mais je pense que dans la vraie vie, c'est quelqu'un de très gentil. Je sais pas, il a l'air très gentil. C'est pas la personne, c'est vraiment l'œuvre, quoi, la stratégie qu'il y a derrière, tu vois. La Non, personne, bien pour sûr, mais très gentil, hein. je pense qu'il a un bon rôle de remplaçant, celui qui reste dans les vestiaires, tu sais, à mettre l'ambiance. Je pense que c'est pour ça qu'il doit être apprécié, mais effectivement, c'est un emploi fictif, en fait, son, Oui, son oui, côté écrivain. Hein. bien avant Pénélope Fillon, hein, voilà. Ouais. Non, lui, ce qui est important, c'est qu'il soit dans les vestiaires, il chauffe à tous les niveaux et aussi il ramène les prostituées, tu vois. Puis voilà. Désolé, je me laisse un peu. Non, t'inquiète, t'inquiète. Non, mais ouais, pour moi, c'est un peu comme bon, ce que tout le monde a dit, mais surtout Zertor, c'est un peu imbitable. Et en fait, même, j'essaie vraiment de penser mathématiquement, géographiquement, géométriquement, tout ce qu'il dit en termes, là. Et en fait, ça n'a aucune cohérence. Parce que des cercles qui se touchent, en fait, s'ils sont concentriques, ils se touchent jamais, tu vois. Ça a aucun sens. Je pense qu'on Ouais. peut, à moins que Francis ait quelque chose à dire, on peut se couper là-dessus, ça n'a aucun sens. Ouais. Une dernière remarque, chers amis, allez-y. Pas mieux. Pas mieux? Ouais, pas mieux, pas mieux. Ouais, honnêtement, pas mieux, mais je pense qu'on va tous quitter là-dessus parce que moi, honnêtement, enfin, c'est pas que j'ai rien compris, mais en fait, il y avait rien à comprendre, tout simplement. Il y a rien à comprendre, je trouve. Ouais, des fois, il y a pas grand-chose à comprendre, hein, franchement. C'est ça, donc on va pas se rendre malade, on va pas se creuser la tête pour rien. Je pense on va se quitter là-dessus, chers amis. Au revoir au public YouTube. Et voilà. Et N'oubliez on attend pas, la réfutation de Mafesoli dans les commentaires, voilà. voilà. Prouvez-nous qu'on a tort, que Mafessoli est le plus grand intellectuel français du XXIe siècle. Et on organise un débat. Moi, je vous le dis. On prend les paris. Allez, je coupe.